Nous avons longuement évoqué la nature de nos émotions et comment les appréhender. Il me semble important de compléter ce chapitre en vous parlant de deux phénomènes pouvant générer à notre insu un manque de confiance en soi. Nous verrons par la suite comment fonctionne notre cerveau face à nos émotions. Tout d'abord, notez que l'hyperémotivité, que certains d'entre nous connaissent, favorise certaines peurs et résistances. Ce que nous entendons par hyperémotivité est une susceptibilité extrême aux émotions. Cet aspect de notre tempérament ne nous permet pas de gérer au mieux toutes les émotions qui nous submergent. Cela nous empêche de faire la part des choses avec un raisonnement adapté afin d'y réagir de manière ajustée. En effet, pour que notre cerveau raisonne de manière sensée, soit rationnelle, il doit la majeure partie du temps être en capacité de mettre à distance les émotions qui nous font perdre pied et juger de façon erronée certaines situations, vécues comme difficiles, alors que pour la majorité des individus, ces situations, bien que complexes, sont tout à fait gérables. L'hyperémotif ou l'hypersensible a cette difficulté à poser cette juste distance émotionnelle et vit chaque événement de manière exacerbée, en renforçant souvent ses ressentis de manière négative, plutôt qu'en les traversant avec justesse. À y regarder de plus près, un hyperémotif pense et réagit avec le cœur plus qu'avec son mental. Ses pensées, ses décisions sont dictées davantage par leurs ressentis plutôt que par ce que la raison pourrait leur dire. Tout comme les hypersensibles, les hyperémotifs ont cette forte tendance à exprimer plus facilement que les autres leurs émotions. Ils ont donc également tendance à s'épancher et à réagir plus fortement que les autres aux situations positives ou négatives, en faisant couler leurs larmes. Le plus souvent, ils sont d'une nature extravertie, car ils ont besoin de contacts chaleureux et d'un certain lien social avec le monde extérieur. Ils mettent aussi plus de temps que les autres à prendre des décisions, car leur logique ne les aidera que dans un second temps. Pour l'heure, ils ressentent les choses avec leur cœur. Leur empathie pour eux-mêmes ou les autres est grande au point d'éponger les émotions des autres en plus des leurs. Cela fait d'eux des personnes très à l'écoute qui savent tisser des liens relationnels très intimes, préférant communiquer avec des émotifs que des cérébraux d'apparence moins sensibles. Ces personnalités sont aussi vite stressées, car elles sont plus sujettes aux sentiments négatifs, plus susceptibles aux remarques. Une simple critique peut gâcher leur journée. Malgré ces facteurs perturbants, l'hyperémotif fait preuve d'une grande intuition, car il sait décrypter les émotions chez les autres. Les hyperémotifs aiment avant tout faire plaisir, prendre soin des autres, parfois même avant de prendre soin d'eux, avec le risque de s'oublier. Une certaine amabilité excessive peut se transformer en désir d'être aimé à tout prix, ce qui les rend encore plus vulnérables. Ces personnalités sont aussi très sensibles aux événements anxiogènes générés par le monde extérieur. Les attentats terroristes, la pollution, les guerres, les faits divers.
afin d'étayer la définition de cette hyper-émotivité qui ne nous permet pas d'adopter le bon comportement face aux situations complexes, examinons comment réagit notre cerveau aux émotions et observons les comportements qui en découlent. Notre cerveau est constitué de 3 cerveaux. Tout d'abord, un cerveau reptilien, nommé aussi animal ou archaïque, qui est composé de nos inconscients. Un inconscient personnel, qui est la mémoire de nos vécus et des schémas comportementaux qui en découlent. Ce cerveau comprend aussi nos inconscients familiaux, représentés par nos mémoires transgénérationnelles. Notre inconscient collectif, mémoire de l'humanité. Notre inconscient ethnique, mémoire de notre race. Et notre inconscient biologique, mémoire de notre espèce. Comme je vous l'ai énoncé lors d'un précédent chapitre, ce cerveau assure notre survie. Ainsi, il est en vigilance afin de nous préserver de certaines difficultés. Lorsqu'il a connu un certain nombre de traumatismes, il peut fonctionner en hypervigilance, de manière constante, ce qui nous fragilise car il produit trop de cortisol, qui est l'hormone du stress. Nous sommes donc dans ce cas en état anxieux quasi permanent. Nous développerons ce qu'est l'anxiété et comment en guérir dans un prochain chapitre. Notre deuxième cerveau est celui de nos émotions, appelé cerveau limbique. Il peut être lésionné par un certain nombre de traumatismes et ainsi être gouverné par un certain nombre de névroses. Je ne sais pas si cela vous rassurera, mais comprenez que nous sommes tous névrosés, car chacun de nous a vécu des événements complexes dans sa vie, au point d'en garder des traces émotionnelles. Ainsi, je vous rappelle que nous ne sommes pas égaux face à certaines épreuves, bien que nous soyons tous dotés de ressources personnelles pour les surmonter. Pour finir, le néocortex représente le siège de la réflexion, de la logique, de l'analyse, de notre langage et bien d'autres fonctions intelligentes. C'est ce cerveau qui va nous permettre de rationaliser les situations, de relativiser, de prendre de la distance, afin de ne pas être sous l'emprise de réactions émotionnelles démesurées. Toutefois, lorsque les émotions, déclenchées par nos pensées négatives, selon notre manière de percevoir ce qui nous arrive, submergent d'abord notre corps physique, elles ne sont plus en mesure d'être régulées par la réflexion de notre néocortex. Car notre cerveau reptilien passe en mode hypervigilance, percevant ainsi les situations comme un danger de haute importance. De manière neurologique, le néocortex cesse de raisonner en se coupant des 2 autres cerveaux. Et nous sommes alors sous l'emprise de nos émotions qui s'emballent et qui ne nous permettent plus d'objectiver la situation. Situation qui finit par nous échapper complètement. Souvenez-vous de votre dernière colère. Regardez de près ce qui s'est passé en vous. Vous avez sans doute éprouvé le sentiment de ne pas être respecté, de vivre une grande injustice, de ne pas être compris, une frustration trop pesante. Votre corps a ressenti les symptômes physiques de cette montée de colère. Sensations dans l'estomac, le ventre, tremblement, rougeur, chaleur. Et boum, vous avez explosé en plein vol. Injuriant, hurlant, accusant, vous victimisant du mal que l'on vous a fait, tenant l'autre pour responsable de votre désarroi.
au point de dire ou de faire des choses insensées. Certaines colères peuvent nous coûter très cher, selon les limites qu'elles nous font dépasser avec nous-mêmes et les autres. Néanmoins, elles sont utiles à nos vies, comme toutes les autres émotions, car elles nous permettent de dire stop à des situations devenues insupportables. Idéalement, et parce que nous sommes des adultes, nous devrions apprendre à les réguler, afin de ne pas faire empirer des situations, car nous sommes en capacité de pouvoir exprimer tout ce que nous ressentons en restant responsables de notre manière de dire les choses. Cette théorie nous paraît si logique quand la moutarde ne nous est pas encore montée au nez, n'est-ce pas ? Comme vous l'avez sans doute déjà vécu, il est inutile de chercher à argumenter quoi que ce soit d'intelligent lorsque nous sommes face à des excès émotionnels, car cela excite d'autant plus notre interlocuteur. Demander à l'autre de se calmer alors qu'il est en plein déstockage émotionnel ne peut qu'aggraver la situation. C'est pourquoi il est sage d'attendre que notre interlocuteur s'apaise, sans rajouter d'huile sur le feu, avant de poursuivre notre débat. Il nous faudra attendre la reconnexion des 3 cerveaux pour que nous puissions être à même de reprendre le cours de notre conversation. Cet exemple est valable face à n'importe quelle émotion primaire ou secondaire, et particulièrement face à une grosse colère. Je vous propose d'insérer dans votre carnet de bord le tableau suivant, le schéma graphique de l'anxiété, représentant une échelle émotionnelle et situationnelle, vous permettant de graduer l'intensité de vos émotions par rapport aux situations stressantes que vous vivez quotidiennement. Ce tableau est à remplir au fil du temps, afin que vous puissiez revenir sur ces situations et analyser vos ressentis pendant l'événement, après réflexion et ce que je souhaite pour le futur, mais aussi pour constater vos progrès. Cette méthode permet de mettre en pratique la mise à distance émotionnelle nécessaire à votre bon équilibre psychologique. Dans ce modèle, je vous propose de noter 4 situations stressantes récurrentes vous concernant. La réaction 1, en vert, est votre ressenti dans le sens de l'intensité de votre stress de 0 à 10 au moment où la situation se présente. La réaction 2, en rouge, est votre ressenti de 0 à 10 après l'événement, lorsque vous relativisez la situation à froid. Et la situation 3, en bleu, est le niveau d'intensité de stress de 0 à 10 que vous souhaitez vivre dans le futur en rapport à ces situations. Je vais vous donner maintenant un exemple de situation de stress négatif répété afin que vous puissiez comprendre cet exercice et pratiquer l'EFT pour soulager votre stress. Pendant l'événement, intensité du stress ressenti, 8 sur 10. Je ne supporte pas que mon supérieur hiérarchique ne prenne pas le temps de prendre de mes nouvelles avant de me donner du travail. Je le trouve distant avec moi, bien qu'il me respecte. Mais ça me donne l'impression qu'il ne m'aime pas. Je ne suis là que pour exécuter des tâches et ça me renvoie au fait de ne pas exister humainement. Cette situation me met en colère et me rend triste à la fois. Après réflexion,
Intensité du stress ressenti, 4 sur 10. Je suis embauché pour faire ces tâches-là. Mon supérieur n'a pas l'obligation d'être sympathique avec moi. Néanmoins, il doit rester respectueux et c'est ce qu'il fait. J'aurais préféré plus de liens relationnels avec lui, car c'est important pour moi. Je dois faire avec, pour ne plus m'en rendre malade, car penser qu'il ne m'aime pas, c'est en faire une histoire personnelle, alors que c'est dans son caractère de se comporter avec distance, avec tout le monde. Au futur, intensité de stress souhaitée, 2 sur 10. Je ne souhaite plus me rendre malade à cause du caractère de mon supérieur hiérarchique. Je pense ne pas pouvoir descendre à 0 d'intensité de stress, car cette attitude touche à mes valeurs personnelles, car j'aime travailler pour des gens sympathiques. Le niveau de stress peut ne jamais descendre à 0, car notre nature humaine peut ne pas accepter totalement le fait de devoir se passer d'une relation professionnelle qui serait plus agréable et motivante si le responsable était plus sociable. Toutefois, passer de 8 à 2 est déjà un sacré progrès pour ne plus subir un fait qui n'est pas de votre responsabilité. Bien évidemment, si vous constatez que votre responsable est agréable avec tout le monde, excepté avec vous, il va de soi que le problème devient personnel et qu'il vous faudra crever cet abcès avec lui plutôt que de vivre votre quotidien comme une forme d'harcèlement professionnel, très néfaste à votre bien-être et antinomique à la construction de l'estime de soi et la confiance en soi. Je vous invite à faire ce travail d'analyse personnelle avec toutes les situations qui continuent à perturber votre équilibre émotionnel, afin que vous appreniez à raisonner autrement pour réguler vos émotions avec plus de facilité. L'EFT, dans ce type de situation, peut être d'un grand soutien pour faire descendre votre niveau de stress. Ce travail de lâcher prise est nécessaire à votre changement, sans quoi vous serez contraint de revivre inlassablement les mêmes débordements émotionnels face aux mêmes situations. Ce qu'il faut en retenir. L'hyperémotif a une susceptibilité extrême aux émotions. Il réagit avec le cœur plus qu'avec son mental. Nous avons 3 cerveaux en un. Le cerveau reptilien assure notre survie par sa vigilance et son hypervigilance. Le cerveau limbique est le siège des émotions. Il peut être lésionné par nos traumatismes. Le néocortex est le cerveau qui nous permet de raisonner, de rationaliser, de mettre à distance. Les émotions sont d'abord ressenties dans le corps physique. Le néocortex cesse de raisonner quand les émotions nous envahissent. Inutile d'argumenter lors d'une montée émotionnelle chez notre interlocuteur. Attendre qu'il s'apaise pour qu'il puisse de nouveau raisonner normalement.